Alors, mesdames et messieurs, bienvenue dans cet autre numéro de C'est Midi. Nous sommes très heureux de vous savoir de plus en plus nombreux devant votre poste récepteur. Et aujourd'hui encore, nous avons la mission de vous distiller du bonheur, de la bonne humeur et bien sûr une ambiance très très vive dans ce studio grâce à notre public qui va dire maintenant c'est midi et c'est maintenant. Eh oui. Conventionnelle cette émission, on y apprend énormément, mais on a le temps de s'amuser avec aujourd'hui Nessine Bri, Alissa Zena, Méliane Cuny, Dr Philo. On les applaudit très très fort. Waouh. Alors, Nessie, aujourd'hui, en ce qui concerne ta chronique... Alors, bonjour Caroline, bonjour public chérie. de C'est Midi, bonjour téléspectateurs. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une autre utilisation des huiles essentielles. On savait que les huiles essentielles étaient utilisées pour soigner certains bobos, mais le saviez-vous, les huiles essentielles peuvent être utilisées dans un régime minceur. On en parlera tout à l'heure dans la chronique bien-être. Je comprends tout. Je comprends tout après une maternité. Waouh, il peut rester là. Restez là, non, venez, tiens, celle-là. Vous ne le connaissez pas. Le brutaliser. Montez là. Non, c'est les gens qui ont pris des risques, ils ont évolué. Ils ne peuvent pas prendre des risques encore. Alors, alors là, de là, une colle. Qui peut me dire le nom de ce joueur? Donnez-moi le micro, s'il vous plaît. C'est Le pas nom un de ce charpentier. joueur. Le nom de ce... Derrière? Oui, vous. Oh, bravo! Bravo! On est vraiment contents. Alors là, il nous a vraiment surpris. Hein? Il nous a surpris. Gosso, bonjour. Mais bonjour. moi, je me demandais, je vous cherchais dans la sélection ivoirienne, je me demandais, mais je dis, mais il est passé où ce joueur? Un joueur qui court jusqu'à... Il quitte le camp adverse. Il court jusqu'à... Enfin, non, il quitte son propre camp d'abord. Sinon là, il risquait de marquer dans son propre camp. Franchement, je voudrais qu'on puisse encore le saluer parce que c'est un garçon dynamique et valeureux. Charismatique. Vraiment. Et on s'est toujours posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il a quitté? Bon, on ne va pas rentrer dans la polémique, dans les détails. Le plus important, c'est que vous soyez passé ici aujourd'hui. On peut en avoir les raisons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous emmène ici, dans ce studio, sur le plateau de C'est Midi? D'abord, c'est un bonjour. 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 Bon, comme c'est les vacances. Et puis, bon, voilà, je dis à mon copain, voilà, j'aimerais passer aussi à la télé. Nous saluer. Caroline, Oui, vous évoluez où maintenant? Vous évoluez dans quel club? Je suis en Turquie. Vous êtes où? En Turquie. D'accord. Ok. Et Ça se passe c'est bien. quoi, Ouais, ça se c'est passe quoi très bien. les derniers exploits? Bon, ben, venir ici déjà, c'est un espoir. Bon. Mais franchement, je suis vraiment heureux là où je suis. D'accord, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Ouais. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de m'avoir d'être- invité. Et vous êtes là Merci de pour m'avoir combien de reçu. temps? Non, pour 2 semaines. Pour Laisse-le 2 semaines, parler. d'accord. on se Tu connaît. n'es pas trop, tais-toi, laisse-moi vous parler. Vous le connaissez, lui? Vous connaissez Philo? Ce Moi, phénomène. c'est pas, non. La fille d'Abidjan, à savoir, quand elle voit un professionnel, les deux sont sur lui. Moi, le quartier, ça. Le quartier. On veut me regarder en fois. Moi, je vois le quartier, là, il y a Merci. ça a déjà prouvé, ouais. Merci, Gosso, Merci à vous, d'être merci. passé sur notre plateau. Ça fait vraiment plaisir. Et oui, nous poursuivons.
Le résumé des chroniques. Oui, Méliane. Essaie après de traduire son nom en espagnol. Qui? D'essayer. Non, après tu recherches. Pourquoi après? C'est maintenant, tu as parlé de ça, c'est maintenant, on va traduire. Bon, On en reparle inbox si tu veux. Sur Facebook. Hein. Bon, d'accord. On y va. Elle a terminé Nessie. Moi. Alors, Alissa, c'est ton tour. Moi. Effectivement, aujourd'hui, c'est la fin de Zokora. Donc, La fin. oui, la fin de la saga. Ah, d'accord. La fin de la saga. les Donc, galères, on j'espère que apprécie. vous êtes bien apprêtés et tout ça parce que Zokora va nous livrer des trucs, mais vraiment secrets. Donc, ne bougez pas parce que c'est pour tout à l'heure. Merci beaucoup, Alissa. Ça va? C'est les mardis. Et en ce qui concerne les TIC, Oui, Caroline, on va parler d'un laboratoire qui existe en Côte d'Ivoire qui fait la fierté de tout ce qui est recherche en matière d'information et de communication et surtout de technologie. D'informaticien? Je n'ai pas compris. Je dis d'information. Ah, information, pardon. D'accord. je la trouve très inspirée aujourd'hui, Alissa. Ah. Ça augure de ce qui va se passer dans les affairages. Hein. Et oui, notre docteur en humour. Ouais, bon, super bien, je suis là, très heureux, j'ai envoyé ça. Est-ce qu'on dit un échelle ou une échelle? Une échelle. Ah bon, une échelle, bon d'accord. Mais c'est quoi le projet? Non, je préfère dire je monte à l'échelle. Hein, c'est quoi le projet, docteur? Non, j'ai envoyé ça pour dire que dans la vie, il faut viser haut. Et quand tu vises haut, parfois aussi, il faut... C'est-à-dire quand tu montes comme ça... Attention à pas tomber. Non, de toute façon, je tombe, c'est l'humour, hein, donc vous n'allez pas m'en vouloir. Et quand tu montes parfois, Caro, c'est tout un symbole. Il faut regarder en bas, ce qui se passe, c'est important. Parce que dans la vie, tu peux rester là, puis tomber au bout. Donc souvent, il faut voir ce qui est en bas. C'est très important. Dans la vie, il y a des hauts, des bas. Merci, docteur Philo. Et oui, vous le savez bien, les crises, les catastrophes, les guerres continuent donc de faire ravage dans nos différents pays. Et la conséquence, c'est que le monde compte en 2015 plus de 60 millions de réfugiés et de personnes déplacées. Notre thème du jour va faire un clin d'œil à tous ces réfugiés qui sont ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Notre témoin du jour, greffière de tribunal dans mon pays, réfugiée en Côte d'Ivoire, je suis devenue une vendeuse de poissons. Voici le commentaire, l'analyse et le décryptage de notre docteur en humour. C'est parti. Merci. Ouais, greffière de tribunal, vendeuse de poissons, tout ça là, c'est à cause de la guerre. C'est pourquoi on vous dit la guerre, c'est pas bon, c'est pas... Mais la vie est ainsi faite, hein. C'est un homme de loi qui quand même, qui a tellement respecté la loi, qui tombe sur le coup de la loi de la vie aussi. Donc, il va falloir que cette personne s'adapte à cela. Il faut accepter, c'est la vie, c'est pas la guerre là, c'est pas qui vient. Si c'est arrivé, tu es arrivé. Et puis, je dirais que notre invité elle-même, au moins, la chasse au moins. C'est-à-dire, souvent, quand il y a des guerres comme ça, il y a des morts. Mais quand on parle de réfugiés, c'est que quelque part, la personne est en vie. Oh oui. Donc, moi, j'ai une petite inquiétude. C'est vrai que, souvent, nous sommes en Afrique, il y a des choses, il y a des expressions qui rattrapent chaque fois. Pour ceux qui ne connaissent pas les greffiers, quand vous allez au tribunal, ils sont assis à côté. Ils écrivent beaucoup là. Ouais, voilà, ils ne parlent pas. Tout ce que tu dis, ils écrivent. Tu parles en belessé, ou bien ils écrivent en belessé. Maintenant, eux, généralement, ils ont, dans leur jargon, quand on attrape des malfrats, qu'on veut les condamner, ils écrivent toujours. Le poisson est tombé dans le filet. Voilà, le poisson est tombé dans le filet. Bon, si toi, à chaque fois, tu écris poisson est tombé dans le filet, tu te retrouves à train de vendre poisson. Souvent, c'est pas trop. Voilà, donc elle a respecté juste ce qu'elle a dit. Elle a respecté juste ce qu'elle a dit. Mais Liane m'inquiète, hein. Voilà. Et le logiciel. Voilà, c'est peut-être que puis là-bas, du tribunal, ça c'est la loi. Là-bas, on dit, juré de dire la vérité, rien que la vérité. Au marché, où on dit la loi, tout droit, la loi ou rien. Au marché, ça se négocie. Et tu vois, donc, c'est pas, donc je vais venir, bon, de loin, tu vas aller négocier au marché. Pardon, il faut venir payer mon poisson là. Oui, tu vois, il y a cet impédu qui est là. Il faut venir payer. Mais si elle doit transporter aussi ce comportement de loi là au marché, achetez mon poisson, ou rien, et dis la vérité, mon poisson, ton poisson de 4 jours. Tu vois, ça va pas être difficile. Merci beaucoup. Merci, docteur Philo. Merci. Accepteriez-vous de faire une activité en dessous de votre qualification? Telle a été la question de notre micro-trottoir. Dans ce monde, il n'y a pas de son métier. Quand tu fais une activité, c'est pour subvenir à tes besoins. Donc, si j'ai mes diplômes et que je ne trouve pas du travail, je peux faire autre chose pour m'occuper de ma famille, de moi. Je serais prêt à accepter une activité en dessous, qui serait peut-être en dessous de ma qualification professionnelle.
Si cette activité peut me permettre de vivre décemment, de rapporter au moins quelque chose pour que la famille puisse vivre, il n'y a pas de souci. A priori, non, je n'accepterai pas de faire une activité en dessous de ma qualification. Mais seulement, ça dépend de beaucoup de paramètres. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a fait de hautes études, qui a badé des diplômes, ou bien quelqu'un qui est dans un emploi stable, qui, comme on l'a connu au moment de la crise, a perdu son emploi et qui n'a rien sous la main. On lui propose de travailler en dessous de sa qualification. Bon. Est-ce qu'il va dire non alors qu'il a des charges à la maison? Donc ça dépend, voilà pourquoi il dit que ça dépend de certains paramètres. Je ne pourrais pas accepter de travailler en dessous de ma qualification parce que j'ai fait des études et je suis doué pour mettre en pratique ce que j'ai appris. Donc en dessous de ma qualification, peut-être que cela serait peut-être lorsque je n'aurai pas peut-être d'embauche. Par rapport à ma qualification, j'accepterai de faire tout ce que je gagne comme... Parce qu'il n'y a pas de saut métier. Tout ce que tu gagnes comme travail, tu le fais. Et puis peut-être après, je verrai dans quelle mesure me mettre dans ma qualification. Et oui, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi et je vais tout de suite rappeler le thème du jour, greffier de tribunal dans mon pays, réfugié en Côte d'Ivoire. Je suis devenue une vendeuse de poissons. Eh bien, elle est avec nous, Madame Liundji Clémentine, que je vous demande de recevoir. Madame Liundji Clémentine est avec nous. Et voilà. Bonjour. Bienvenue. On est content, très heureux. On est très heureux de vous recevoir sur le plateau de ce midi. Vous êtes chez vous en Côte d'Ivoire. Oui. Vous vous sentez bien ici? Très bien. D'accord. Je sens que ça va chauffer. Alors, vous étiez auparavant greffier principal chargé du cabinet d'instruction spécialisé grande instance de Bangui. Et voilà que malheureusement, vous vous retrouvez, enfin, je ne sais pas s'il faut dire aujourd'hui malheureusement ou heureusement, mais vous êtes passé d'un stade à un autre. Déjà, il serait important qu'on puisse situer le contexte. Laquelle des crises, laquelle des guerres vous a conduit ici en Côte d'Ivoire? Merci de m'avoir donné la parole. Je vous en prie. J'étais très émue de vous répondre aujourd'hui sur ce point-là. Je sais que dans notre pays, il y avait beaucoup d'événements qui sont passés. Nous avons subi des mutineries, des coups d'État. Et la plus grave, c'est la crise de 2012, 13 et 14 qui a fait qui nous a fait déplacer de la Centrafrique en Côte d'Ivoire. On ne l'a pas du tout entendu tout ce temps? On ne l'a pas entendu? On l'a entendu, d'accord. Vous pouvez poursuivre. Ah, d'accord. C'était pas fort, donc vous avez un autre micro. Je redis encore. Non, vous pouvez continuer, on a entendu. Ok, d'accord. Donc, c'est la grande crise de 2012, 13 et 14 qui a fait que les peuples centrafricains se sont dispersés, surtout moi avec ma famille. On est obligé de se déplacer en groupe de 14 personnes. Donc, à cause de cette crise, c'était très difficile. C'était très difficile. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la situation dans laquelle vous viviez ou vous vous trouviez en ce moment-là? En ce moment ici ou bien? Non, je veux dire en 2013. Ok. Bon, quand la guerre rentrait dans la capitale, il y avait tellement de la mort. Meurtriers, viols, violences, etc. Mais en ce qui me concerne, j'étais vraiment choquée. Même en ce moment-là, c'est comme si la plaie qui est dans le cœur là, qui a été cicatrisée, ça allait même encore renouveler. C'est réouvert. Enfin, c'est le fait d'expliquer en ce moment-là. Parce que de la manière que mon neveu, il y a 2 neveux qui ont trouvé la mort dans cette crise. L'autre, le premier, c'était un orphelin de père et de mère. Mais son cas était terrible. Il a eu vraiment la mort catastrophique. C'est-à-dire qu'on l'a massacré. On l'a massacré d'une manière drôle. Et que son corps avait été interdit à nous, les parents. Et les parents dans la capitale, c'était moi. C'était moi qui représentais la famille. Donc, le corps a été interdit par nous.
par mois et les autres petits-enfants. Et ensuite, ça a été traîné pendant 3 jours. 3 jours. Et puis, depuis lors à ce jour, on ne sait pas là où on avait enterré cet enfant. Ça, c'est dans un premier temps. Et deuxièmement, ma propre fille, dans la crise là, elle a été agressée grièvement. Je vous ai déjà montré la photo, je ne sais pas. Et c'était vraiment horrible. Agressée. Agressée, violée ou bien agressée? Agressée parce qu'elle allait même être violée, mais Dieu merci, elle n'était pas violée. Mais elle a eu la plaie dans la tête, partout dans son corps. Tout. Même tout à l'heure, elle devait venir, mais malheureusement, elle-même était stressée. Elle devait pas, elle disait, maman ne peut pas venir. Vas-y. Même c'est elle que... bref. Et troisièmement, l'autre là, il y a un neveu qui a été abattu devant sa porte. Et quand vous avez vu tout ça, vous vous êtes dit, je ne peux plus rester? Non. C'est une question de mort, il faut absolument que je quitte Bangui. Tout ça là, ce n'est pas encore arrivé. Moi-même, en tant que juriste de carrière, les rebelles étaient venus chez moi 3 fois à la maison. Ils étaient venus pour me chercher. On a reçu des balles. Et on a la balle là, les grenades qu'ils ont lancées, ça a pris l'enfant de mon voisin, une fille de 22 ans qui a laissé son bébé. Wow. Nous-mêmes, on a été échappés. Et dans ça là que ma belle-fille était rentrée dans le travail. Elle était en grossesse, mais qui n'a pas atteint le mois d'accouchement. Donc on était vraiment dans... Elle a accouché d'un prématuré. Prématuré. Dieu merci, l'enfant est là même. Et notre sortie, ce n'est pas quelque chose qu'on a préconisé pour venir en Côte d'Ivoire. Non. Donc, vu toutes ces circonstances atténuantes, graves, et avec l'arrivée de bébé, il n'y a pas l'hôpital, il n'y a pas couveuse, il n'y a pas la pédiatrie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un lieu qu'on peut conserver pour conserver cet enfant. Je suis là en train de pleurer et Dieu a fait ces choses qu'il y a une personne qui m'a vu avec cet enfant-là pour dire non, pour sauver la face de ça. C'est un être humain qui est venu. J'ai fait de mon mieux, je me battais pour que l'enfant ne puisse pas avoir la mort. La personne m'a déporté de chez moi jusqu'à la résidence du Sénégal. De là-bas, par convoi, on nous a amenés à l'aéroport. On a passé 3 jours, 3 nuits. On devait aller au Sénégal, mais la vol du Sénégal n'était pas venu. Et le vol ivoirien était venu, le second vol. Et de l'aéroport, même l'enfant commençait à changer encore de peau. Parce que même sa naissance, elle a pris la couleur jaune. On m'a recommandé de la faire laisser au soleil pour qu'elle puisse, parce qu'il n'y a pas l'hôpital, pour qu'elle puisse un peu de chaleur, pour être bien formée un peu. Donc, arrivé à l'aéroport, c'est le même cas. L'enfant commençait à changer de la peau. Et puis, elle allait même mourir parce que de là-bas, 3 jours là, sa maman ne mangeait même pas. Elle ne mangeait pas. Et puis, l'enfant ne tétait même pas depuis sa naissance. La maman pressait le lait dans la cuillère et j'aspirais dans les seringues de 5 cc pour mettre dans la bouche. Pour arriver à l'aéroport, la maman n'a pas mangé, le lait n'est pas sorti. Donc, l'enfant commençait à changer. Dieu merci. En même temps, le 4e jour là que l'avion ivoirien était venu. Et dans la salle d'embarquement, comme on s'était assise là-bas, je pleurais parce que je commençais à voir l'enfant changer de la couleur et Dieu a touché encore le cœur d'une personne pour dire que non, ça c'est aussi un être humain. Vaut mieux les embarquer dans cet avion pour le sauver. Parce que heureusement qu'il n'y a pas que des méchants dans ce monde. Vraiment. Alors là, vous avez vécu quand même... vous avez vécu des horreurs là-bas et vous venez avec combien de membres de votre famille en dehors de l'enfant et de sa mère? En dehors de l'enfant et sa mère, nous sommes 11. Vous arrivez tous à atterrir ici en Côte d'Ivoire? Nous sommes tous ici, 13 personnes, tout ça ici en Côte d'Ivoire. Et comment ça va se passer? Dès que vous arrivez, quelle est votre destination? Parce que je suppose que vous n'avez pas forcément de la famille ici. Où est-ce qu'on vous conduit? Bon, Dieu est bon, Dieu est Dieu. Dès notre arrivée au niveau de l'aéroport, il y a le gouvernement qui est là, qui nous a d'abord accueillis en la personne,
le ministère de la famille, de la famille, de la solidarité nous a accueillis. Donc, il nous a placé une bonne partie à Ndotré, une bonne partie à Zagué. Donc, il n'y a pas site de réfugiés, mais à Ndotré, vous étiez chez qui? C'est dans une ONG Prospérité, Côte d'Ivoire Prospérité, chez un serviteur de Dieu. D'accord. Et vous étiez au nombre de combien là-bas? Dans les deux groupes, nous sommes 250 et quelques personnes. Mais en d'autres, nous sommes 100 et quelques. Donc, toutes ces personnes-là vivaient dans le centre. Et comment est-ce que vous arriviez à vous nourrir? Parce que je suppose que vous arrivez là sans moyens. Quand on fuit, on n'a pas forcément de l'argent sur soi, on n'a pas de vêtements. Ça a dû être difficile. C'était quoi votre quotidien avant de devenir commerçante? Parce qu'on attend vraiment ce chapitre-là. En d'autres, je sais que le propriétaire de la cour, en tout cas, c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur. Lui-même, il nous nourrit. Il nous donne de quoi à manger. Parce que c'est lui, dans cette ONG-là, qu'il prépare. Il a mis à notre disposition ses filles qui les élevaient là-bas. Ce sont ces filles-là qui préparaient, ils partageaient les repas. Une bonne partie à Zagué et puis une partie pour nous qui sommes en d'autres. Bon, en ce qui concerne les habits, avant que la colonie ivoirienne qui se trouve en Centrafrique revienne ici, dans les mosquées, il semblerait qu'il y avait eu annonce que voilà vos frères et ceux qui sont là-bas en Centrafrique, il y a la guerre, certainement qu'ils vont venir, mais vite. Donc ils se sont cotisés. Donc ils nous avaient amené des tonnes, des habits, même des vivres. Des vivres. Donc leur riz là nous a aidés jusqu'à pendant une année. Ah, c'est bien. Wow. Et là, la Côte d'Ivoire a démontré qu'elle était un pays d'hospitalité. Et c'est ce qu'on demande à tout le monde entier. Voilà. Alors, à quel moment vous décidez de vendre le poisson? Bon. C'est venu comment? L'idée est venue comment? Et comment est-ce que vous avez eu les moyens pour le faire? D'une autre, je n'ai pas sauté sans autorisation ou bien sans permission de, comment on appelle ça, structure ou bien de ceux qui s'occupaient de nous, de nos partenaires. Non, c'était pas comme. Je n'ai pas commencé à vendre le poisson. Du HCR? Je n'ai pas commencé à vendre le poisson à Ndotré. Donc de Ndotré jusqu'à décembre, on nous a libéré du bain fond pour dire qu'aller au milieu de la population pour s'habituer. Bon, donc c'était comme ça. Voilà, vous cherchez. C'est comme ça que moi j'ai quitté Ndotré pour aller vers Port-Boué et dans un petit village dénommé Adjaoui Koubé. Donc je suis là-bas. Et j'avais démarré poisson comment? C'est aussi de nos partenaires. Parce qu'en arrivant dans le pays, dans la pays d'hospitalité, qui est la Côte d'Ivoire, je sais que nos partenaires sont là. Il y a HCR avec, comme un accord avec le gouvernement, Sarah et ASAPSU, qui travaillent ensemble avec HCR, Caritas, Croix-Rouge. Voilà nos partenaires. Ils sont là pour nous aider. Donc avec le peu, parce qu'on va prendre la maison comment? Si on n'a rien, on va prendre la maison comment? Vous tous, vous connaissez ici, pour prendre une maison, il faut des cautions, des avances, tout ça. Ce sont nos partenaires qui nous ont soutenus et puis pour qu'on puisse regagner le milieu social. D'accord, on va marquer juste, enfin je dirais même pas un arrêt ou une pause, on va tout droit vers les réseaux sociaux pour savoir ce que disent nos internautes. On a Marlène Mivi Manamba. Elle dit, moi c'est Marlène Mivi Manamba du Gabon. Je viens saluer ton courage. Parce que ça aurait été une autre femme, elle allait se jouer les victimes. Pour ne pas dire, elle allait paresser ou encore se livrer à la débauche. Mais vous n'avez pas baissé les bras. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Ne jamais abandonner devant les difficultés. Que Dieu vous fortifie davantage et que votre activité prospère, vaillant héros. On a Innocent Makotio. Mais la Côte d'Ivoire est un pays d'amour et d'hospitalité. Car toute personne n'est pas étrangère dans ce beau pays qui ne trie ni les blancs ni les noirs. Donc sache que la vie est un combat et gagne ta vie avec ce que tu fais.
Et enfin, on a Eazon Yatanla qui dit « C'est un très bel exemple de savoir se relever quand on tombe. Bravo à vous, madame. Merci pour ces mots d'encouragement. Même, parce que vous parlez de vos partenaires, donc d'autres vous vous retrouvez à Pobé, on connaît la distance un peu, et puis vous allez vendre dans un village vendre des poissons. Est-ce que vous aviez peut-être au préalable une expérience en matière de vente de poissons, bien ou de commerce même? Voilà, de commerce. Bon, ça c'est du jamais. Du jamais. Mais je vais faire comment? Comme mes frères et sœurs ivoiriens disent là, je vais faire comment? On est là, on doit se battre. Même il n'y a pas que ça, j'ai démarré avant là avec quoi? Avec la vente de la glace. Ils vendaient de la glace. La glace, l'eau, voilà. J'ai commencé par ça. Je vois que la glace, ça ne peut pas contenir parce qu'il y a la maison, il y a le courant, les enfants qui sont tous à l'école, moi-même, nos santé, tout ça là, donc ça ne peut pas aller parce que c'est de l'eau. Par exemple, là, nous sommes dans la saison pluvieuse. La glace, là, va fondre, on va faire comment? Ça vous permettait quand même de vous prendre en charge, vous et votre famille? Et bon, ça, c'est juste pour chercher à manger là-dedans. La glace, là, c'est pas... Mais ce que je veux savoir, est-ce que des fois, c'est vrai, à vous voir, on sent que vous êtes une battante, mais est-ce que par moment, il n'y avait pas de petits complexes qui arrivaient, genre moi, mais je suis greffier, j'ai exercé pendant plus de 20 ans, je ne peux pas me retrouver aujourd'hui à vendre du poisson aussi réfugié, soyez-vous. Vous avez raison, mais moi-même là, dans mon ménage, dans mon cerveau, je n'avais aucune intention de me minimiser. Donc, en tant que mère, en tant que père de mes enfants et grand-mère de ces enfants, donc je me battais seulement. Donc, il n'y a pas honte dans ça. Je me disais que vaut mieux faire quelque chose pour nourrir la famille. Et en plus, on ne vous connaît pas ici. Mais aujourd'hui, vous faites quelle lecture de la vie? Quelle est votre analyse quand vous regardez la situation dans laquelle vous étiez auparavant? Vous étiez sur un certain piédestal et aujourd'hui vous vous retrouvez au bas de l'échelle où vous êtes obligé de vendre du poisson pour subvenir à vos besoins. Je peux dire que c'est la nature qui a bien voulu et puis Dieu a accompli aussi. Dieu merci que en fuyant la mort, et je suis en vie avec ma famille. C'est le plus important. C'est le plus important. Donc le reste, c'est Dieu qui est au contrôle. Qui sait? C'est lui le pourvoyeur. Peut-être que demain, vous serez propriétaire de plusieurs poissonneries et vous serez une dangereuse femme d'affaires, une redoutable femme d'affaires ici en Côte d'Ivoire. En tout cas, on vous le souhaite. Est-ce que vous avez l'intention de retourner au pays où Abidjan vous plaît? Jamais. Bon, je sais que Abidjan, c'est déjà mon pays. C'est votre pays d'adoption? Oui. Donc, je suis bien à l'aise. Et donc, je ne suis pas prête aussi de retourner. Merci pour votre franchise. Je vais rapidement. Tout à l'heure, Philo. Et là, on va recevoir parmi les partenaires, elle a cité le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Nous avons avec nous un représentant, c'est notre invité surprise. Il y a d'ailleurs des membres du HCR avec nous ici, dans ce studio. Monsieur Mohamed Touré nous rejoint. Monsieur Mohamed Touré, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous pouvez vous rapprocher. Hein. De toute façon, vous êtes un habitué de ces midis. Il dit, je regarde souvent votre émission. Absolument. Alors, dites-nous aujourd'hui, quel est l'état des lieux? Nous avons à peu près combien de réfugiés en Côte d'Ivoire? Merci d'abord de m'accueillir chez vous. Vous êtes encore plus belle en Ah, c'est vrai. Merci. En vrai qu'à la télévision. En tout cas, je suis honoré d'être là. L'état des lieux des réfugiés en Côte d'Ivoire, en fait, on a deux types de cas dans lesquels nous travaillons. Donc, nous avons, on l'oublie souvent, c'est que la guerre en Côte d'Ivoire aussi a généré des réfugiés.
Donc près de 300 000 personnes se sont retrouvées hors de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et nous avons eu la charge avec des partenaires opérationnels, le SARA notamment, qui est une émanation du ministère des Affaires étrangères, et d'autres partenaires opérationnels tels que la SAPSU, Caritas, etc., à rapatrier près de 250 000 réfugiés sur le sol ivoirien. Et ces 250 000, nous avons à charge de nous occuper de leur réinsertion socio-économique en Côte d'Ivoire. À côté de cela, bien entendu, il y a tout un ensemble de réfugiés venant de près de 50 nationalités différentes. Ça va de la Centrafrique, passant par des réfugiés centrafricains, des réfugiés congolais, des réfugiés syriens, des réfugiés afghans. Donc, à plus de 2500 réfugiés se trouvent dans grande partie de l'Abidjan. Donc, nous avons à charge de nous occuper d'eux et de voir comment on peut davantage les aider pour leur protection. Et c'est très bien, mais jusqu'où s'étend votre action? Jusqu'où s'étend l'encadrement du HCR vis-à-vis de ces réfugiés-là? Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Voilà, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Vous commencez par là. Non, bien entendu, ce qu'on ne peut pas faire, c'est que l'État de Côte d'Ivoire est l'entité qui s'occupe de la protection des réfugiés. Donc nous ne sommes là que pour aider à ce que l'État continue à garantir la protection des réfugiés sur son sol. Donc ça, c'est notre devoir. Quand vous parlez de protection, il y a quoi à l'intérieur? C'est-à-dire avoir un logement, assurer leur sécurité? Un réfugié est une personne qui n'a plus d'État à le protéger. Tout à fait. Il perd la protection nationale, donc il est sous ce qu'on dit sous la protection internationale. Donc l'État de Côte d'Ivoire qui a octroyé le statut de réfugié à Clémentine est censé protéger Clémentine. Le HCR est appelé par l'État ivoirien pour aider à ce que cette protection, vu que l'État de Côte d'Ivoire a ratifié les conventions pertinentes pour la protection des réfugiés. Donc quand on entend par protection, c'est d'abord la protection juridique. D'accord. La protection que le vous et moi avons. Exactement. Le respect de nos droits, le respect à la manifestation, le droit de manifester, le droit de travailler, etc. Donc je veux dire que Clémentine est certainement l'exemple le plus patent. Elle m'a l'air très épanouie. Ah, totalement. Totalement. Donc, oui, Méliane. Moi, j'ai envie de savoir quelles sont les conditions ou qu'est-ce qu'il faut faire pour être, non pas pour être réfugié philo, mais plutôt pour être membre du HCR. Tu travailles là-bas aussi. Non, il y a plusieurs personnes qui le demandent en plus. Oui, bien entendu. Je veux dire que l'HCR est une agence de protection. Donc quand on dit protection, c'est très souvent des activités liées à des activités juridiques. Donc l'une des conditions, ce n'est pas une condition sine qua non, mais c'est certainement un prérequis qui est assez important. C'est souvent des juristes ou des personnes qui sont parajuridiques, qui sont souvent les personnes que nous retenons. Mais à côté de cela, bien entendu, les travailleurs sociaux. Dire que des personnes qui peuvent... Mais le plus important pour travailler HCR, au-delà du diplôme, c'est le cœur. Je pense que si vous avez le cœur, vous êtes certainement la bonne personne. Et si vous n'en avez pas, ce n'est pas la peine de chercher. Justement, parlant de cœur, quelle est donc l'attitude à manifester vis-à-vis des réfugiés? Je veux parler de la population. C'est d'abord l'humilité. Le cas de Clémentine est assez éloquent. Je veux dire que vous pouvez vous retrouver dans des sphères très importantes et le lendemain vous retrouvez une situation où vous êtes complètement dans la demande. Et comme on dit chez vous en Côte d'Ivoire, la main qui reçoit est toujours en dessous de la main qui donne. Donc je dis que la première des choses, c'est de nous appeler à beaucoup d'humilité parce que les situations changent. On peut être dans une situation... Je voulais parler plutôt de l'attitude que doit avoir la population vis-à-vis des réfugiés. L'hospitalité, par exemple, comme elle a cité le cas de cette ONG, voilà, ne pas les voir comme des sous-hommes, plutôt les accueillir et les aider. Sait-on jamais, ça n'arrive pas qu'aux autres. On l'a bien vu ici avec le cas de la Côte d'Ivoire. On ne savait pas que ça pouvait nous arriver, mais c'est quand même arrivé. Je vous réponds en vous donnant une anecdote. Vous allez voir les réfugiés ivoiriens qui étaient au Libéria notamment. Ces mêmes personnes ont accueilli 10 ans plus tôt des réfugiés libériens en Côte d'Ivoire. Donc 10 ans plus tard, la roue tourne. Donc malheureusement, ils se sont retrouvés dans une situation inverse. Ils se sont retrouvés chez les personnes qu'ils avaient accueillies 10 ans plus tôt. On ne sait jamais. Donc l'attitude, c'est une attitude d'humanité. Je veux dire que d'humanité, d'humilité, c'est dire qu'effectivement que les personnes que nous accueillons peuvent être dans le besoin, mais que nous-mêmes, on peut demain être dans le besoin. Merci infiniment, Monsieur Mohamed Touré. Je rappelle que vous êtes le représentant du HCR. Et voilà, Clémentine, on a écouté votre beau témoignage et je suis sûre que ça va encourager non seulement les réfugiés qui sont ici en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, mais bien aussi les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire, qui s'apitoient sur leur sort, qui disent il n'y a pas de travail. Et voilà, vous êtes un bel exemple. Vous êtes venu avec rien et aujourd'hui, vous arrivez quand même à nourrir plus de 10 personnes. C'est beaucoup. Merci pour votre courage et votre bravoure.
Et bien de choses. Le petit, l'enfant, il se porte bien. C'est une fille, non? Oui, c'est une fille. Elle s'appelle comment? Elle est là? Oui, elle est là. Ah, d'accord. Ouais. Ah, la vie est belle. Et voilà, en tout cas, merci. Merci à toutes ces personnes qui sont intervenues pour que cette famille puisse avoir refuge ici en Côte d'Ivoire. Voilà. On n'aurait pas cette belle vie-là devant nous ici, sur ce plateau. Merci beaucoup à vous. Merci pour tout ce que vous faites. Merci à la Côte d'Ivoire. Et merci à C'est Midi. À tout de suite pour la pub.